Que s'est-il passé hier? L'armée russe a mené une frappe groupée contre l'industrie de défense ukrainienne. On voit les dépôts de carburant attaqués, puis les attaques contre les entrepôts à Odessa et à Nikolaïev. Et avec l'embargo, avec ce qui se passe autour du blocus d'Odessa et de Nikolaïev, quelle est la situation actuelle de la guerre? Et quelle est à ce jour la stratégie de la Russie? Eh bien, Mykolaïv n'est pas bloquée parce qu'elle est enclavée. Elle est au nord. Mais il faut prendre Mykolaïv si l'on descend vers Odessa, parce que la route passe forcément par là. Il y a 7 ports. Il y a Eugene, au nord, son nom veut dire sud, qui se trouve au nord d'Odessa, et il y a 5 autres ports au sud d'Odessa, dont 3 sur le Danube. Vous savez, pour répondre à cette question, il faut remonter un peu aux 40 jours de pression maximale que les têtes pensantes de Trump, Rubio et Hegseth ont concocté pour leurs petites putes ukrainiennes ou leurs supplétifs. Appelez-les comme vous voulez. Et ne croyez pas une seule seconde que Zelensky ne soit pas une marionnette absolue de Trump. Ce n'est pas parce que vous avez eu un petit spectacle à Washington il y a 1 an et demi où ils ne s'entendaient pas du tout que ce n'est pas du théâtre kabuki. Zelensky est absolument une marionnette de Washington. Ne faisons pas semblant d'ignorer cet aspect une seule seconde. Et n'ignorons pas non plus le fait que Rubio, il y a 1 an, a déclaré très clairement aux médias « Oui, c'est une guerre par procuration. Nous menons une guerre par procuration contre la Russie. » Il l'a admis. Il essaie d'ignorer ce point qu'il a lui-même admis. Donc, comme il l'a dit lors d'une conférence de presse avec Trump il y a environ 1 mois, un peu plus d'1 mois, oui, des frappes en profondeur en Russie. C'est une escalade pour désamorcer. Cela les amènera à la table des négociations. Et l'escalade a commencé en premier. Ils ont commencé à frapper des navires dans la mer d'Azov. Beaucoup de ces navires n'étaient pas russes. Ils ont tué des Azerbaïdjanais, ils ont tué des Turcs, ils ont tué des Grecs. Or, soit dit en passant, l'Azerbaïdjan continue de vendre des armes parce que le dirigeant de l'Azerbaïdjan, Aliyev, est une catin de Washington. Et la Turquie aussi. Vous savez, Erdogan, peu importe à quel point les Turcs se mettent en colère. D'ailleurs, un navire turc transportant des céréales a été touché il y a quoi? Environ 3 jours. Donc, peu importe combien de Turcs meurent à cause de l'Ukraine, Erdogan, au final, est lui aussi, au moins en partie, une catin de Washington. Et il essaie de poser son derrière sur tous les sièges disponibles. C'est incroyable. Je crois que maintenant, il ne pose plus qu'un bout de sa colonne vertébrale sur chaque siège qu'il trouve, parce que ses fesses ne sont pas assez grosses pour tous les couvrir. C'est le même type qui hurlait « Oh, les méchants Israéliens assassinent des Palestiniens », puis qui a envoyé à Israël l'équivalent de 57 navires de pétrole. Voilà les gens auxquels vous avez affaire au Moyen-Orient. La plupart sont la lie de l'humanité. N'écoutez jamais ce qu'ils disent. Regardez ce qu'ils font. Ils sont tous avides de pouvoir. Ils sont tous prêts à sacrifier leur propre peuple. C'est comme ça que Washington les aime. C'est comme ça que Washington les a mis en place. Cela dit, les Ukrainiens, enfin, les Américains, appelons les choses par leur nom, les Américains ont commencé à attaquer des navires russes. Et les Britanniques utilisaient, vous savez peut-être qu'il s'agissait d'un opérateur ukrainien, mais les cibles et les informations en temps réel sur les cibles venaient directement des États-Unis. Pourquoi la Russie n'abat pas les avions de l'OTAN, et en particulier les avions américains, qui font des allers-retours le long des frontières de l'espace aérien et du territoire russe pour relever des coordonnées? Je n'en ai aucune idée. L'Iran l'a fait à plusieurs reprises. La Russie l'a fait une fois. Un Su-35 est passé devant le Reaper et a largué du carburant directement sur lui. Ça l'a tout simplement mis hors service. Ça a encrassé ses moteurs.
Quand ça n'a pas marché, ils se sont déplacés. En parallèle, ils ont commencé à frapper l'axe interétatique, Mariupol-Rostov et d'autres zones. Je veux dire, j'étais là-bas il y a 2 mois. Il y avait des drones, ces drones Hornet, qui volaient partout. Ils sont alimentés par l'intelligence artificielle. Ce sont les drones de Thiel, de Palantir. Thiel est un criminel de guerre, c'est un terroriste. Ces drones sont programmés, de sorte que, quand ils commencent à manquer de charge, s'ils ne trouvent pas de cible militaire, ils s'en prennent à tout ce qui bouge. Et quand je dis tout, ils ont même eu le cas d'un garçon de 11 ans et d'un autre de 12 ans, tués par l'entreprise américaine Palantir alors qu'ils roulaient à vélo. Donc tout ce qui bouge, ces animaux ont programmé ces drones pour tuer. Et ce sont des animaux. Enfin, vous voulez dire que le programme qu'ils utilisent, c'est l'IA Palantir? Le programme qu'ils utilisent. Eh bien, c'est un drone fabriqué par Palantir. Ce n'est pas seulement un programme. C'est le drone lui-même, ces drones Hornet. Ils ont commencé à faire ça. Ils ont commencé à frapper des camions civils tout le long de cette autoroute, et ainsi de suite. Et ça faisait partie de la pression exercée. La Russie a réagi en passant au mode Mad Max et en créant des technicals. Un technical, c'est le nom donné à des pick-up Toyota transformés en véhicules armés. Vous savez, on installe simplement un affût dans la benne, puis on peut y monter des mitrailleuses, des fusils sans recul, des missiles antiaériens, et ainsi de suite. Quelqu'un a essayé d'y mettre un lance-roquettes multiple. Ça n'a pas très bien marché. Ça a complètement écrasé le camion. Oui, c'était un peu trop, mais belle tentative. Mais je crois que c'était en Afrique qu'ils ont fait ça, ou dans c'était pas l'Afrique. C'est l'un des djihadistes en Syrie qui a essayé d'en faire un lance-roquettes multiple. Bref, la Russie a pris un tas de berlines à ayons. Ils ont retiré la partie arrière, installé un point de pivot, une mitrailleuse légère avec un tireur, et ils ont commencé à escorter tous les camions, à mettre en place des points d'embuscade sur les routes. Sur cette route de Mariupol, ils ont abattu 1400 drones. Apparemment, ces drones sont assez faciles à descendre avec une mitrailleuse légère et ainsi de suite. Donc voilà le jeu qui se joue. L'Ukraine, vous savez, l'Amérique, à travers l'Ukraine, a fait monter les enchères dans le meurtre de civils. Ils ont stocké des masses de drones parce que ces types ne produisent pas la quantité de drones qui sont envoyés vers Moscou et d'autres villes, parfois jusqu'à 600 drones lancés. Ces drones sont abattus et ils arrivent. Peut-être que 5, 7 ou 10 drones parviennent réellement jusqu'à leur cible. En général, dans ce cas, la cible, c'est presque uniquement une maison civile, une habitation individuelle, un immeuble de plusieurs étages, parce que c'est facile à toucher. Les cibles militaires, c'est difficile. Elles sont renforcées, elles disposent de systèmes antiaériens, ils ont réussi à toucher, ils se sont attaqués à des raffineries. Mais là encore, comme cela a été dit précédemment, le problème avec les raffineries, c'est que, la plupart du temps, ce qui touche, ce sont des réservoirs de carburant qu'on laisse brûler jusqu'à extinction. Ça fait une belle image pour l'Occident, mais ces réservoirs sont laissés à brûler, puis ils sont simplement remplacés. Donc une raffinerie peut être à l'arrêt pendant 1 semaine, peut-être 2, mais elle ne reste pas arrêtée longtemps. Comme ce qui s'est passé en août dernier, quand ils criaient, vous savez, tout est en baisse de 40%. Et puis je crois que Reuters a dit, eh bien en réalité, c'est en baisse de 3%. Pour tous ces efforts, on n'a pas fait grand-chose. C'est la même chose ici. Mais qu'est-ce qui a changé? Vous savez, Vladimir Vladimirovitch avait déjà reçu, il y a 2 ans, l'autorisation du Parlement de frapper fort, de complètement étouffer l'État ukrainien. Il ne l'a pas fait. Maintenant, les choses ont changé. Peut-être qu'il ne l'a pas fait parce qu'ils espéraient tellement avoir une discussion ou une sorte d'accord avec Trump.
Peut-être qu'ils pensaient que les Européens changeraient de gouvernement ou retrouveraient leurs esprits, je ne sais pas. Ou peut-être qu'ils ne voulaient tout simplement pas causer ces dégâts. Mais l'Amérique, l'Ukraine s'est tournée vers des cibles économiques. Ils ont commencé à frapper Whiteberries. Là encore, les premiers entrepôts qu'ils ont touchés ont subi de sérieux dégâts. Mais, vous savez, la propagande dit aux gens, « Oh, regardez, ils ont touché un autre entrepôt. Ah, ils ont touché un autre entrepôt. » La propagande ne peut pas s'adapter comme les gens s'adaptent. Alors, ce qui s'est passé avec Whiteberries, je reviens tout juste. Il y a 3 ou 4 jours, du sud de la Russie, j'ai fait 1400 kilomètres pour rentrer à Moscou. Premièrement, il y a du carburant partout. Il n'y a plus de crise du carburant. Il n'y en a jamais eu. Il y a eu des difficultés d'approvisionnement en carburant il y a 2 mois. Elles sont en train de diminuer. Il reste encore quelques difficultés aujourd'hui. Mais enfin, il y a du carburant partout. Et les camions de Whiteberries sont partout. Parce que ce qu'a fait Whiteberries, d'abord, c'est que Tatiana Kim, la propriétaire milliardaire de Whiteberries, même si elle n'y était pas obligée contractuellement, a indemnisé toutes les personnes qui avaient perdu quoi que ce soit là-dedans. Et elle a généreusement indemnisé les familles des employés blessés. Mais ensuite, ils sont simplement revenus à un modèle dispersé, avec de petits entrepôts. Ils ont évacué les grands entrepôts. Bien sûr, ces grands entrepôts sont peut-être encore touchés, mais il n'y a vraiment plus rien dedans. Parce qu'avant, Whiteberries existe depuis longtemps. Et avant d'avoir ces méga entrepôts, ils avaient de petits entrepôts dispersés. Bien sûr, vous mettrez peut-être un jour de plus à recevoir votre gel facial à la bave d'oursin. Ça existe vraiment. Les femmes se mettent presque n'importe quoi sur le visage pour paraître plus jeunes, à condition de savoir bien le vendre. Mais bon, oui, les cibles économiques n'ont pas été endommagées comme les médias occidentaux l'ont crié sur tous les toits. En revanche, sur le plan social, ça a donné au gouvernement le feu vert pour s'en prendre aussi à l'Ukraine sur le plan économique, et sérieusement. La première chose que la Russie a faite, c'est de fermer les ports. Enfin, c'est pas tout à fait exact de le dire ainsi. Elle a détruit les ports. Avant de frapper Odessa à plusieurs reprises, c'était plutôt des tirs d'avertissement. Elle a frappé une fois le port, puis une deuxième fois. C'était une destruction systématique. Les ports d'Odessa, ainsi que ces 6 autres ports, ont été systématiquement détruits. En outre, les navires qui entrent et sortent ont tous été détruits. Qu'ils soient civils ou militaires, peu importe. D'ailleurs, beaucoup de ces navires civils transportent du matériel militaire vers l'Ukraine et hors d'Ukraine. L'Ukraine est la plus grande plaque tournante d'armes au monde. Des obusiers américains M767, d'autres équipements lourds, ils sont mis dans ces camions de céréales, recouverts de céréales, puis expédiés vers d'autres régions du monde. Croyez-moi, les gens du Pentagone touchent des pots de vin. Ils ne sont pas ignorants de ce qui se passe. Ils gagnent de l'argent avec ça. L'Ukraine est la plus grande plaque tournante pour les armes, la drogue, les organes, les enfants destinés à la prostitution infantile et aux organes, et à peu près tous les autres péchés auxquels vous pouvez penser. L'Ukraine est l'enfer de l'humanité, financé par les États-Unis, le Royaume-Uni et les autres élites occidentales liées à Epstein. Donc, en plus, tout ce qui arrivait est maintenant bloqué. Ils ne peuvent pas le faire entrer, et ils ne peuvent pas faire sortir les céréales. Ils ne peuvent pas faire sortir le minerai de fer. En av step for stenen wispafinsol, need wiel de tunsol. Cela représente 50 milliards de dollars perdus pour l'économie. 50 milliards. Devinez qui va devoir payer ces 50 milliards. Pas l'Ukraine. Américains, ouvrez un peu plus grand vos portefeuilles. Vous n'avez pas besoin de cet argent. Zelensky et son entourage, eux, en ont besoin. Bien sûr, le Congrès en touchera aussi une part. Ne vous inquiétez pas.
ils pourront se faire construire une autre énorme maison de banlieue. Même chose pour les Britanniques. Enfin, ce ne sont pas des citoyens. Ce sont des serviteurs de la couronne ou des sujets de la couronne et tous les autres. L'Occident va devoir trouver l'argent pour ça. En plus, une grande partie des céréales devait en fait aller vers la France et l'Angleterre. Donc les prix alimentaires vont aussi augmenter en Espagne, alors que la production céréalière de l'Union européenne elle-même, à cause des restrictions et du coût extrêmement élevé des engrais, devrait être inférieure de 40%. C'est la famine. Enfin, appelons les choses par leur nom. Bien sûr, ce ne sera pas tout le pays qui mourra de faim, plus ou moins. Ce seront les classes populaires et peut-être les classes moyennes inférieures qui mourront de faim. Mais ça reste la famine. C'est ce qui attend l'Union européenne. Vous savez, c'est comme ça. Ils se sont fait leur propre lit avec toutes les puces qui vont avec. Et le mieux qu'ils puissent faire maintenant, c'est le déplacer. Ils voulaient le déplacer à Constanța, le port même que les Ukrainiens ont tenté de génocider la ville, en détruisant les installations de stockage d'engrais et de pétrole, pour essayer d'entraîner les Roumains dans leur guerre. Eh bien, la Russie a maintenant commencé à frapper le principal pont qui mène en Roumanie depuis l'oblast d'Odessa, dans le sud de l'oblast d'Odessa. Ce pont est donc très endommagé. C'est un pont soviétique, donc il encaisse beaucoup de frappes. Mais les Sevastopol Baroth. Je vais afficher la carte. Ce sera plus facile pour notre public de voir de quoi vous parlez. Absolument. Les cartes, c'est formidable. J'adore les cartes. Alors allez à Odessa. Et le pont est au sud d'Odessa. Allez vers le sud. Au sud, quelque part? Oui, cette grande étendue d'eau, juste là. Vous voyez ce pont? Oui, il est frappé pour contrôler la quantité de marchandises qui peut être expédiée vers Constanța. Et Constanța, au fait, il faut comprendre que les installations portuaires de Constanța ne représentent qu'un cinquième, 20%, de celles d'Odessa. Et puis il y a 6 autres ports qui ne sont plus opérationnels. Les chemins de fer, la Russie s'en est prise aux chemins de fer. Mais au lieu de les frapper comme elle l'a fait auparavant, elle s'active désormais beaucoup à détruire les locomotives. Et au fait, les partisans russes, des gens du coin, des Russes locaux en Ukraine, sont eux aussi très actifs, et ils incendient. Il y a eu de nombreux cas où ils ont neutralisé des trains entiers dans l'oblast d'Odessa, par exemple. 3 trains transportant du matériel de l'OTAN ont dérayé. Ils ont aussi fourni des informations de localisation pour des frappes militaires russes ou incendié des locomotives. D'ailleurs, j'ai publié une vidéo de l'une de ces locomotives en feu. Elle avait été postée par l'un des partisans russes opérant en Ukraine. Et l'Ukraine dispose d'un nombre très limité de locomotives. Son réseau électrique reste lourdement endommagé, donc elle doit utiliser des locomotives diesel. Or, elle en a moins parce que la majorité de ces locomotives étaient électriques. Et maintenant, elle rencontre beaucoup de problèmes. Acheminer du matériel, en faire sortir les céréales et tout le reste. Au mieux, ils peuvent expédier par camion hors du pays entre 6 et 8% de ce qu'ils produisent. Et cela, au passage, crée des problèmes pour les agriculteurs polonais, hongrois, slovaques et tchèques, parce qu'une grande partie de ces produits est déversée sur place. Ça est peut-être censé aller en France, mais en réalité, une grande partie se retrouve écoulée sur les marchés locaux. Et on a vu ce qui s'est passé la dernière fois qu'ils ont fait ça. Il y a eu des barrages routiers. Des Polonais ont presque battu à mort ces chauffeurs ukrainiens. Et les Slovaques ne valaient pas mieux. Ils ne veulent pas de cette concurrence pour leur propre secteur agroalimentaire. Donc l'Ukraine est dans une très mauvaise situation. Son économie est très endommagée. La Russie s'en est aussi prise aux installations de stockage alimentaire. Des vidéos venant de supermarchés de Kiev circulent. Ils sont vides, à part un choix très limité.
il manque beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas de carburant. Et ça, ce n'est rien. Les Ukrainiens ont changé leur façon d'opérer. Ils se sont mis à utiliser de petits camions de transport de marchandises pour lancer des drones. Donc ces camions gazelles, avec une caisse de transport à l'arrière, peuvent contenir 2 drones dans chacune de ces caisses. Ils découpent un côté, s'approchent de la frontière, lancent leurs 2 drones, puis repartent très vite. Au final, ce sont des drones fabriqués soit aux États-Unis, soit en Italie, soit au Royaume-Uni ou en Allemagne. Dans le meilleur des cas, ils sont assemblés et ravitaillés en carburant en Ukraine. Eh bien, le point essentiel, c'est que trouver ces camions est difficile, parce qu'ils les cachent généralement sous terre, dans des garages ou des endroits comme ça, ou dans des entrepôts. On ne peut pas les voir. Mais leur point faible, c'est qu'ils utilisent tous du diesel et qu'ils dépendent tous des stations-service locales. La Russie a donc commencé à s'en prendre aux stations-service. Rien que dans les oblasts de Kharkov et de Sumy, 400 stations-service ont été détruites. Et une fois qu'ils ont avancé, une fois qu'ils ont éliminé ce réseau de stations-service, ils ont commencé à aller de plus en plus loin, à Zaporozhye, à Dnipropetrovsk, à Kiev, à Tchernihiv. Dans tous ces oblasts, une station après l'autre, une station-service après l'autre est détruite. Eh bien, au passage, ça crée aussi d'énormes problèmes pour l'économie locale. On ne peut plus acheminer de marchandises dans les magasins. On ne peut plus faire entrer de nourriture parce qu'il n'y a plus d'essence. Donc depuis que l'Amérique a décidé de s'en prendre à l'économie russe, la Russie a réagi, jusqu'ici du moins, uniquement en Ukraine. Mais elle a réagi en faisant monter les enchères de façon assez considérable. La Russie a escaladé bien plus fortement, bien davantage que les États-Unis ne l'avaient anticipé. Je ne sais pas ce que les États-Unis pensent, bordel. Enfin si, je sais ce qu'ils pensent. Ils projettent leurs propres faiblesses sur tout le monde. Vous savez, les Américains, s'ils ne peuvent plus recevoir leurs trucs sur eBay ou Amazon, ils commencent à s'agiter, ils commencent à s'énerver. Et si ça devient assez grave, ils descendront dans la rue. Les Russes se disent « Ouais, d'accord, ouais, c'est vraiment nul, c'est salaud. » Et on continue. Vous savez enfin, si vous pensez à tout ce que la Russie a traversé depuis 1905, la Révolution. 1914, le début de la Première Guerre mondiale. 1917, la première révolution libérale en février, puis la révolution bolchevique en octobre, qui n'était pas vraiment une révolution. Elle est pratiquement arrivée au pouvoir, les libéraux en Iran, où ont changé de camp. La guerre civile, la terreur rouge, les purges de Staline, la Seconde Guerre mondiale, vous savez, la stagflation des années 80, la stagnation des années 70 et 80, l'effondrement total des années 90, les 2 guerres civiles tchétchènes dans le sud de la Russie. Vous savez, on pourrait continuer encore et encore. En 2010, si je ne me trompe pas. C'est ça. Vous savez, la dernière s'est terminée pas en 2010. La dernière s'est terminée en 2002, 2003. Lors de cette deuxième guerre, l'armée russe s'est battue très différemment. Sous Poutine, elle était prête et elle s'est battue avec une grande brutalité. Et ça a brisé La plupart de ces rebelles tchétchènes n'étaient pas tchétchènes. C'étaient des Arabes, c'étaient des Indonésiens. C'était le djihad sunnite international. Et les États-Unis les faisaient venir. Le Royaume-Uni les faisait venir du monde entier. La même chose qu'on a vu en Syrie. Vous savez, on n'avait pas de nom comme Al-Qaïda. On n'avait pas de nom comme l'OIL ou l'État islamique ou quel que soit le nom qu'ils veulent se donner. Mais on avait cet effet-là. Et c'est la même chose qu'on a vu en Syrie. La même chose qu'on a vu avec certaines incursions en Iran, menées par les mêmes types de groupes. Vous savez, au fond, ce sont des salafistes. Et ce sont les, comment dire autrement, les putes de l'Amérique.
Vous savez, même les qualifier de musulmans, c'est exagéré. Mais ils sont vraiment très doués pour couper des têtes. Ils aiment vraiment violer et tuer. Vous savez, c'est un sport, et s'enrichir grâce à ça, si on peut. Alors, on les expédie partout. Ils sont apparus en Afghanistan. Ils contrôlent encore une province en Afghanistan. Enfin, ils sont apparus en Libye. Vous savez, partout où les États-Unis ont besoin d'eux, ils les produisent. Partout où Israël a besoin d'eux. C'est le même groupe, partout. Enfin, à un moment, ils sont même apparus aux Philippines. Vous vous en souvenez? Tout à coup, il y en avait des milliers qui sont arrivés aux Philippines. Qui était le président des Philippines à ce moment-là? Ils l'ont arrêté parce qu'il était trop dur avec les trafiquants de drogue. Enfin, c'est un ancien président. Je n'arrive pas à me rappeler son nom, là, comme ça. Mais oui, ces types-là, enfin partout où les États-Unis ont besoin d'eux pour faire pression sur quelqu'un, ils les placent dans cette zone. Et puis vous avez aussi des psychopathes qui se baladent en tuant des civils. Et ils se moquent complètement de la religion de ces civils. Ils les tuent tous pareils, violents, tuent et pilent. C'est à ça qu'ils servent. Ce sont des machines humaines à tuer. Donc oui, enfin la Russie a survécu à tout ça. Alors pensez que l'opinion publique russe va céder et s'effondrer parce qu'elle ne peut pas avoir son concombre de mer. C'était Benigno Aquino. Un truc comme ça. Non, 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 non. Il vient juste d'être arrêté et envoyé en Europe pour y être jugé, je crois, ce qui est ridicule. Il était dans les années 90. C'était quelle année? Les années 90, les années 90, le début des années 2000. Duterte. Il a été arrêté récemment et extradé pour être jugé en Occident pour des choses qu'il a faites dans son pays. Dans son pays, l'une des choses qu'il a faites, c'est qu'il a exécuté des trafiquants de drogue et il a écrasé ce djihad larvé qui avait été lancé. Donc oui, voilà le niveau absurde de ce qu'on appelle le droit international. D'abord, ils n'ont aucun droit de le juger. Mais les Philippines sont redevenues une colonie américaine, donc elles feront tout ce qu'on leur dira, alors même que l'Amérique a génocidé 20% de la population philippine en la conquérant. Au fait, les Philippins ne connaissent pas leur propre histoire. On l'a retirée de leur manuel scolaire. Quand les États-Unis ont pris les Philippines aux Espagnols, vous savez, ils voyaient les Philippins comme moitié homme, moitié diable, moitié enfant, moitié diable. C'est comme ça qu'ils les appelaient. Le général Smith l'a dit. D'abord, les Philippins sont catholiques et les Américains sont protestants. Donc, ils les considéraient déjà comme indésirables. Ils voulaient la terre, ils ne voulaient pas les gens. Alors le général Smith, qui commandait les forces expéditionnaires aux Philippines, a dit, vous savez, qu'il fallait tuer chaque garçon de 10 ans ou plus parce qu'ils ne nous seraient jamais loyaux. Réfléchissez à ça. Ils n'ont pas tué 50%. Leur objectif était de réduire la population de moitié, d'en tuer 50%. Ils n'ont pas tué 50%, mais ils en ont tué 20%. Ils avaient des camps de concentration. Ils les appelaient des camps de relocalisation ou des camps de concentration. Et ils ont génocidé une très grande partie de la population des Philippines. Et d'ailleurs, comme les Philippines étaient une colonie et que les États-Unis les possédaient, tout cela a été supprimé des manuels d'histoire philippins. Vous pouvez le trouver sur Internet ou dans n'importe quel livre d'histoire sérieux. Mais aux Philippines, j'en ai parlé, ils n'en ont aucune idée. Ils ne connaissent pas leur propre histoire. Elle a été manipulée. Alors, Soros n'était pas en vie à l'époque, mais ses âmes sœurs, elles l'étaient. Soros wasn't alive back then, but his soulmates were.